Bienvenue sur France 24 pour cette nouvelle édition du Talk de Paris. Notre invité est le président de l'un des plus grands pays du monde, le plus grand pays d'Amérique latine, le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva. Le président Lula, bonjour Monsieur le Président. Bon dia. Vous êtes à Bruxelles pour signer un partenariat stratégique avec l'Europe. C'est la première fois qu'un pays d'Amérique latine signe un tel partenariat stratégique. Vous êtes aussi là pour promouvoir le biofuel. Vous êtes convaincu qu'il faut essayer d'améliorer le sort de la planète. Et l'une des solutions, l'une des alternatives à l'essence, au pétrole, c'est le biofuel. Vous allez nous expliquer pourquoi. Mais est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que vous n'êtes pas simplement aujourd'hui le président des pauvres, vous êtes devenu le président de l'environnement, le président écologiste? Tout d'abord, j'ai signé un partenariat stratégique hier à Lisbonne, en présence du président, du Premier ministre Socrate et les présidents de la Commission européenne, M. Barroso. Pour le Brésil, c'est quelque chose de très important pour l'Amérique latine aussi, parce que nous voulons amener ce partenariat stratégique pour tout le Mercosur et pour toute l'Amérique du Sud. La question du biodiesel et du biocarburant, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà inexorable pour le monde au XXIe siècle. Les pays et les gouvernements ont agi avec une certaine irresponsabilité pendant le XXe siècle. Et aujourd'hui, c'est prouvé que nous avons le réchauffement climatique qui provoque des problèmes très sérieux pour toute l'humanité, surtout à cause de l'émission des gaz à effet de serre. Nous savons qui provoque ces gaz. Nous avons la responsabilité maintenant de commencer à construire un monde plus juste et un monde moins pollué. C'est pour cela que la question du biocarburant, parce que les biocarburants, en plus de diminuer l'émission des gaz, va créer des emplois dans les pays les plus pauvres de la planète. Et je pense que ça, c'est une décision importante dans la mesure où l'Union européenne a déjà pris la décision de jusqu'en 2020 de mélanger 10% de biocarburants dans l'essence et dans le diesel. Je pense que c'est un engagement très important. Vous êtes sur la même longueur d'onde que les Européens, mais il y a tout de même des critiques sur ce programme de biofuel dont vous êtes le leader mondial. Certains s'interrogent sur les risques de déforestation, notamment en Indonésie, où on fait beaucoup de cultures pour produire des biofuels, et on dit que ça met en péril les forêts. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un péril pour la forêt amazonienne? Non, certainement pas. Il y a un souci exagéré en ce qui concerne les biocarburants qui peuvent créer des problèmes en Amazonie. Je vais vous dire, les Portugais sont arrivés au Brésil en 1500. Ça fait déjà 470 ans qu'ils ont introduit la culture de la canne à sucre au Brésil. Ils n'ont jamais amené cette culture en Amazonie, parce que le climat de l'Amazonie ne permet pas la culture de la canne à sucre. Donc l'Amazonie est préservée. Je considère aussi, et très important, de prendre en considération que le Brésil est un pays de 480 millions d'hectares de terres cultivables. La canne à sucre occupe seulement 1%. Nous avons une place énorme. Nous avons aussi le continent africain, l'Amérique latine. C'est pas possible d'imaginer qu'il y aura une dispute entre la production d'aliments et des biocarburants. Mais alors pourquoi ces critiques, par exemple même d'un président d'Amérique latine, le président bolivien Evo Morales, qui vous accuse de privilégier les riches, d'avoir imaginé un complot contre les pauvres, c'est-à-dire préférer l'essence pour les voitures avec le biofuel plutôt que donner à manger aux pauvres et aux Indiens en particulier? Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais regardez, je pense que Evo aurait raison s'il y avait cette possibilité. Mais il faut prendre en considération que l'énergie principale dont nous avons besoin, elle vient de la nourriture que nous consommons. Si on ne produit pas de la nourriture, nous n'aurons pas la force pour produire l'autre énergie. Ce dont nous avons besoin, c'est de créer des zones agricoles, des zones de préservation, des zones de production d'aliments et des zones de production de biocarburants.
Il suffit de regarder la Bolivie, l'Amérique latine, le Brésil, l'Afrique. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de territoires vides où on ne plante ni de la nourriture ni des biocarburants. Parce que aujourd'hui, le problème de la nourriture n'est pas le manque d'aliments, mais le manque de revenus pour que les gens puissent acheter. Oui, et justement, ça va faire augmenter sérieusement le prix des produits agricoles et du maïs en particulier. Et donc, ça va pénaliser les pauvres quand même. Regardez, qui est-ce qui a dit que l'augmentation du prix de l'essence n'augmente pas les prix de la nourriture? Il n'y a pas longtemps, on payait 28 $ les prix du baril de pétrole. Aujourd'hui, il est à 70. Et ça fait augmenter les prix de l'alimentation. Notre conviction, c'est que tout d'abord, on ne doit pas produire l'éthanol à partir du maïs. Parce que l'éthanol produit au Brésil est à 76% moins cher que l'alcool produit aux États-Unis et 46% moins cher que l'alcool produit en Europe. Parce que nous le produisons à partir de la canne à sucre. Et le biodiesel, nous allons le produire à partir des plantes qui peuvent être plantées dans tous les pays d'Afrique, dans plusieurs pays de l'Amérique latine. Évidemment, je dis toujours aux Européens, quand on discute le biodiesel, qu'ils ne regardent pas son continent. Parce qu'ici, les choses ont été arrangées depuis très longtemps. Vous avez une agriculture très solide. Il faut regarder pour les pays qui ont besoin d'avoir une chance de développement. Alors, en tout cas, ça réduit certainement votre dépendance vis-à-vis du pétrole au Brésil, puisque vous utilisez déjà beaucoup le biofuel, et ça vous permet finalement d'être plus indépendant vis-à-vis d'un certain Hugo Chavez, qui lui a beaucoup de pétrole. Alors vous avez l'éthanol, lui il a le pétrole, et il y a aussi une rivalité entre vous deux, n'est-ce pas? Non, regardez, je pense que le monde ne pourra pas se passer du pétrole tout de suite. Ce dont nous avons besoin, c'est d'utiliser un mélange des biocarburants et des combustibles fossiles pour réduire l'émission des gaz. Alors très bien, Monsieur le Président, nous allons regarder ensemble un portrait qui a été réalisé par l'un des journalistes de la rédaction de France 24, Clovis Casali. Regardons ensemble qui est, d'où vient le président Lula. Un défilé à la Kennedy pour un homme issu d'une favela. Celui que le peuple appelle affectueusement Lula a réalisé l'impensable, gagné, confirmé. Le président Luiz Inácio Lula da Silva est reconduit dans ses fonctions. Deuxième mandat grâce à 61% des voix. Première victoire en 2002 et un vent d'espoir pour les couches populaires. Pour la première fois de son histoire, le Brésil et ses 190 millions d'habitants basculent à gauche. Ce soir-là à Sao Paulo, on célèbre celui qui n'a jamais fréquenté les bancs de l'université et ne parle aucune langue étrangère. Né en 1945, Lula est le 7e d'une famille de 8 enfants. Il en aura lui-même 5. Sa femme Marisa Letícia est à ses côtés depuis 1974. À cette époque, il préside un syndicat ouvrier et organise les premières grèves depuis 10 ans. La répression policière est féroce. En 1980, les autorités l'emprisonnent 31 jours. Lula fonde le Parti des travailleurs et entre au Congrès en 86, fort du plus grand nombre de votes dans le pays. Élu président en 2002, les sondages le donnent vainqueur dès le premier tour en 2006. Mais des affaires de corruption minent son parti. Par ricochet, Lula est touché. Il est pourtant largement réélu au deuxième tour pour un deuxième mandat. Lui qui s'est juré d'améliorer la vie des plus pauvres, mise sur des programmes sociaux axés sur la santé et l'éducation. Mais les scènes de violence au Brésil continuent. Entre les règlements de compte des gangs et les soulèvements dans les prisons, l'armée doit régulièrement intervenir. Homme de gauche, Lula fait preuve d'un pragmatisme qui irrite parfois ses voisins. Il ne rompt pas avec le FMI et redresse l'économie du pays. Le partenariat sur l'éthanol conclu en 2007 avec le président Bush est un sujet de discorde entre lui et le leader vénézuélien Hugo Chavez. Lula tient bon, comme lorsqu'il propose aux Brésiliens atteints du sida des médicaments génériques bon marché, brisant le monopole des géants pharmaceutiques. Lula le catholique ose même s'opposer au pape Benoît XVI en soutenant le droit à l'avortement. L'appui inconditionnel de ses partisans ne saurait cacher certaines critiques. Les réformes prennent du temps et dans les favelas, on attend encore plus de Lula. Malgré tout, sa cote est toujours au zénith, 64% d'opinion favorable selon les derniers sondages. Alors, Monsieur le Président, je vous ai vu sourire pendant la diffusion du portrait. Pourquoi? Ça vous amuse de revoir l'histoire passer si rapidement comme ça? Je pense très important
Quand j'examine l'histoire des élections, je me souviens de combien il était difficile d'arriver à la présidence de la République. Au bout des comptes, j'ai perdu 3 élections. J'aurais pu me désister comme tant d'autres lors de la première déroute. Mais j'ai décidé de montrer pour le peuple brésilien qu'il fallait être persévérant, il fallait essayer. À chaque déroute, j'avais encore plus envie de lutter jusqu'à qu'en 2002, j'ai gagné les élections et en 2006, j'ai été réélu. Je pense que c'est une bénédiction de Dieu et je remercie au peuple brésilien. Et le jour de votre première élection, vous avez fait un grand discours où vous avez dit l'esprit a vaincu la peur et nous allons réformer le Brésil. Et pourtant, il y a des choses qui n'ont pas été réalisées au cours du premier mandat. Alors, quel est votre objectif pour le deuxième mandat? Tout d'abord, je ne peux pas faire en 4 ans ou 8 ans ce qui n'a pas été fait en 500 ans. Mais ce qui est concret, c'est que nous avons récupéré l'économie brésilienne. Aujourd'hui, nous ne devons plus rien au FMI, au Club de Paris. Nous avons 150 milliards de dollars de réserves. Nous avons un excédent commercial de 47 milliards de dollars. Et dans ces 5 premiers mois, nous avons généré 1 million d'emplois réguliers. Et en même temps que nous avons réussi, avec le plus grand programme des transferts des revenus du monde, la Bourse Famille, avec une aide aux familles les plus pauvres, et qui exige que ces familles-là envoient les enfants à l'école. Nous avons un programme universitaire où le gouvernement encourage les personnes pauvres à aller à l'université. En 4 ans, c'était 370 000 pauvres qui sont entrés à l'université. Et nous avons un engagement de créer une école technique professionnelle dans chaque ville pôle du pays pour créer des campus avancés des universités fédérales dans toutes les villes importantes du pays. Et cet engagement, c'est un engagement qui est dans mon cœur parce que c'est par ces biais-là, par l'investissement dans l'éducation, que nous allons transformer le Brésil dans un pays hautement développé. En tout cas, vous avez marqué l'histoire du continent en arrivant au pouvoir. Je vous propose d'écouter l'une des questions qui nous est arrivée par webcam, par l'une de nos téléspectatrices, qui va vous interroger justement sur cette évolution de tout le continent latino-américain. Regardons ensemble. Monsieur le Président, votre élection et celle d'autres présidents en Amérique latine ont été les symboles d'un virage à gauche sur tout le continent. Est-ce que cette évolution est profonde? Et si oui, comment vous l'expliquez? Est-ce que ce phénomène va durer ou il peut y avoir un retournement? Votre réponse? Tout d'abord, c'est un vrai phénomène, cela. Ensuite, après 2 décennies des prédominances du néolibéralisme en Amérique du Sud, à partir de l'année 2000, il y a eu un changement dans le profil politique de la région. Et aujourd'hui, je peux dire que nous avons un continent avec beaucoup de présidents progressistes, des personnes engagées avec le peuple. D'abord le Chili, ensuite l'Argentine, le Paraguay, l'Argentine, le Brésil, ensuite le Venezuela, l'Équateur. Reconnaître le sérieux du président Uribe de la Colombie, les changements au Pérou. Donc je pense que l'Amérique du Sud aujourd'hui a un profil plus progressiste, plus à gauche, et cela c'est très positif parce que cela s'oppose aux décennies d'intervention militaire et des conservatismes. Grâce à Dieu, toute l'Amérique du Sud est en croissance économique et améliore la qualité de vie du peuple. Alors je reviens sur le président Chavez au Venezuela. Il n'a pas été tendre avec vous. Lorsque les Brésiliens ont protesté contre la fermeture d'une chaîne de télévision privée, il a répondu « mais les Brésiliens sont les perroquets de Washington ». Alors est-ce que vous vous sentiez attaqué? Est-ce que vous êtes vous aussi un perroquet de George Bush? Regardez, personne ne me fera me disputer avec Chavez.
C'est un ami. Il est mon ami. Je pense qu'il est un gouvernant qui aide le peuple du Venezuela. Il a un rapport avec le Brésil très intéressant. Le Brésil a beaucoup d'investissements au Venezuela. On construit le métro à Caracas. On construit d'autres autoroutes. Nous avons des partenariats entre les entreprises de pétrole et nous allons continuer. Et nous allons continuer cette relation d'amitié. Je ne m'impressionne pas avec le ton de discours des différents présidents latino-américains, car nous disons ce que nous pensons, parfois nous disons ce que nous ne pensons pas. Mais ce qui est concret, c'est que nous progressons beaucoup. Nous avons des divergences en plusieurs secteurs, mais quand quelqu'un devient un chef d'État, l'aspect personnel perd de l'importance. Ce qui gagne de l'importance, c'est la question collective. Du point de vue collectif, c'est important le rapport avec le Venezuela. J'ai appris que Chavez a dit que si le Brésil ne décidait pas, il allait sortir du Mercosur. Mais il ne peut pas sortir du Mercosur parce qu'il n'est pas encore entré dans le Mercosur. Il peut décider d'entrer ou pas. Et pour entrer dans le Mercosur, il faut obéir aux règles du Mercosur, les règles déterminées par le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Et ensuite, il faut attendre que le Congrès vote. Il faut rappeler aux téléspectateurs que le même Parlement que Chavez a offensé, ce même Parlement a défendu Chavez quand il y a eu le coup d'État au Venezuela. Cette contradiction, il faut apprendre à vivre avec ces contradictions-là. Sinon, nous allons nous disputer tout le temps. Monsieur le Président, nous arrivons à la fin de la première partie de cette émission. Je vous propose de marquer une petite pause. Nous regardons ensemble le journal de France 24 et nous nous retrouvons dans quelques minutes. À tout de suite. Retour sur le plateau du Talk de Paris avec le président du Brésil, le président Lula. Alors, puisque nous sommes à Bruxelles, en Europe, est-ce que vous trouvez, monsieur le président, que l'Europe est trop protectionniste? Car vous savez, en ce moment, il y a des négociations qui ne se passent pas bien sur le cycle de Doha. Et je crois que vous reprochez aux Européens et aux Français en particulier d'avoir des tarifs douaniers trop élevés, notamment en matière d'agriculture. Alors, est-ce que, par exemple, la France est trop protectionniste, notamment en ce qui concerne ses produits agricoles? Je crois que chaque pays devient conservateur quand il défend ses propres intérêts. Ce qui se passe dans le cycle de Doha, c'est que d'un côté, nous exigeons que les Américains réduisent leurs subventions internes à l'agriculture de 17 à 12 milliards. Ce que nous exigeons, c'est que l'Union européenne ouvre son marché agricole pour les pays en voie de développement. Que les États-Unis, l'Union européenne exigent du G20, c'est que nous ouvrons le secteur industriel. La divergence vient de chiffres. Nous n'avons pas encore pu arriver à un accord là-dessus. C'est vrai que la France protège son agriculture, c'est vrai que l'Union européenne protège son agriculture, mais c'est vrai aussi que le Brésil veut protéger l'intérêt de son industrie. Alors, qu'est-ce que vous dites à l'Europe aujourd'hui pour sortir, et aux Américains pour sortir de l'impasse et qu'on signe, si possible, cet accord cette année? Je dis aux Américains et aux Européens, nous avons besoin de faire un accord. Un accord qui ne soit pas au bénéfice exclusif des États-Unis ou de l'Union européenne ou de pays en développement comme la Chine, au Brésil, l'Inde, mais un accord qui privilégie les pays les plus pauvres du monde. C'est pas possible de continuer au XXIe siècle avec un standard de consommation dans le monde développé et des millions de
personnes qui meurent de malnutrition dans les pays en développement, dans les pays les plus pauvres. Ce que nous demandons, c'est qu'on entame une action solidaire, humanitaire dans l'accord de Doha pour permettre que les pauvres survivent. Mais on reproche au Brésil de ne pas suffisamment abaisser ses tarifs douaniers pour empêcher la Chine et l'Inde d'exporter chez vous. Alors est-ce que vous allez faire un effort, vous aussi? Non. Ce que nous voulons, en fait, nous n'avons pas de problèmes entre les pays du G20. Nous avons de très bons rapports avec les États-Unis et l'Europe aussi. Ce que nous voulons, c'est une flexibilité plus grande pour l'ouverture que l'Europe se propose de faire dans les marchés agricoles. Ce qu'elle propose, c'est insuffisant. Ce qu'il demande de nous, en revanche, c'est beaucoup trop haut par rapport à ce qu'ils cèdent. Les États-Unis, ces 3 dernières années, a dépensé 15 milliards de dollars en subventions pour l'agriculture intérieure. La dernière année, 11 milliards. Nous avons demandé une subvention de l'ordre de 12%. Eux, ils veulent 17%. Ils veulent augmenter au-delà de la moyenne des 4 dernières années. Ça, c'est pas possible. Les pays pauvres et les pays en voie de développement ont aussi besoin de se développer. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Je suis un optimiste et je crois dans la négociation. Je reviens un instant sur le marché commun d'Amérique latine, le Mercosur. Compte tenu de l'attitude du Venezuela et des difficultés que ça pose, est-ce qu'il y a un risque d'implosion du Mercosur? Je voudrais dire quelque chose. Quand en France, le peuple n'a pas approuvé la Constitution européenne, n'a pas eu de crise. Il y a eu une position du peuple français. Mais quand il y a un problème en Amérique latine, les gens disent qu'il y a déjà une crise. Mais en réalité, il n'y a pas de crise. Le Mercosur existe depuis 15 ans. Le Brésil, le Paraguay, l'Argentine... entre nous, nous avons aussi des problèmes, mais nous allons les résoudre avec le temps. Nous voulons amener tous les pays de l'Amérique du Sud pour l'Amérique du Sud. Mais nous savons que ça ne va pas se passer comme ça par un tour de magie, par décret. Mais cela va arriver par le mûrissement politique de différents gouvernements et avec l'exigence que les États nationaux vont imposer à ces gouvernants. Ne vous inquiétez pas. Nous allons continuer à avoir des divergences entre nous, mais nous sommes conscients qu'il n'y a pas d'autre issue, une issue individuelle pour les pays de l'Amérique du Sud. Si jamais il y a un pays qui pourrait, nous allons survivre tout seuls dans le monde, ce serait le cas du Brésil. Mais même là, je pense que le Brésil aussi n'a pas d'issue comme ça. Nous devons nous associer dans le Mercosur, mettre de côté les divergences, mettre sur la table seulement les convergences et nous allons faire de l'Amérique du Sud un continent qui se développe, qui génère des emplois et des revenus. Sinon, nous allons traverser le XXIe siècle aussi pauvre qu'au XXe siècle. Revenons à la situation même au Brésil. Je vous propose d'entendre cette fois une question qui concerne les plus pauvres, ceux qui vivent dans les favelas, alors que vous venez d'annoncer un programme important de soutien au développement des quartiers les plus défavorisés. Écoutons cette question webcam qui nous est arrivée grâce à notre partenaire Dailymotion. Bonjour Monsieur le Président, j'ai lu que vous aviez annoncé que vous alliez débloquer une forte somme d'argent pour aider les favelas. J'aurais aimé savoir comment vous comptiez vous assurer que cet argent aille bien aux personnes qui en ont vraiment besoin. Votre réponse? Nous faisons actuellement le plus grand programme de l'histoire du Brésil d'urbanisation des favelas et d'assainissement. 140 milliards de réals qui sont investis. Nous faisons des partenariats avec les gouvernements des différents États, de la Fédération et des municipalités. Nous avons signé un protocole avec l'État de Rio, avec l'État de São Paulo, l'État de Minas, les États de Ceará. Et nous allons signer des
protocole et d'engagement entre les différents gouvernements fédéraux et des États et les municipalités, et ces travaux ont des délais très précis pour démarrer. Je pense que si l'État brésilien n'offre pas des services aux communautés les plus pauvres qui vivent dans la périphérie de notre pays, je pense que les crimes organisés pourra les offrir. Il faudra urbaniser les favelas, amener l'électricité, les écoles, les centres de santé. Nous devons amener la citoyenneté à l'intérieur des favelas. C'est cela que nous faisons et c'est ça que nous voulons faire jusqu'en 2010. Mais en attendant, il y a toujours des explosions de violence et on l'a vu encore récemment à Rio où la police est intervenue très brutalement. Il y a les Jeux panaméricains qui vont être organisés très très bientôt au Brésil. Il n'y a pas de menace sur les Jeux à cause de la violence ? Ne vous inquiétez pas avec les actualités. Moi aussi, j'ai été très impressionné quand j'ai vu que la jeunesse en France, que mettait le feu dans les voitures et tout cela. Nous avons des problèmes et des violences comme dans tous les pays du monde. Mais nous œuvrons en partenariat avec le gouvernement des États pour, tout d'abord, offrir des opportunités à ceux qui veulent vivre en dehors de la violence. Et nous voulons être très durs à ceux qui sont violents. Dans ce cas-là, il faut prendre des mesures pour aussi investir dans l'éducation, dans la santé, dans la culture, pour accorder à la jeunesse brésilienne l'espoir de que ça vaut le coup d'être honnête, que ça vaut le coup de travailler, et ça vaut le coup d'être pacifique. Et tout va bien se passer pour les Jeux panaméricains. Regardez, nous avons un système de sécurité le plus important qui ait jamais été fait. Nous avons 11 000 jeunes qui participent à une campagne de citoyenneté qui vont aider les athlètes, qui vont aider les journalistes. Et ensuite, nous voulons utiliser ce jeune. Nous avons un système de sécurité très sophistiqué. Et c'est une espèce d'essai de ce qu'on veut monter pour l'ensemble du pays. Nous profitons donc du jeu panaméricain pour faire un test d'une nouvelle politique de sécurité plus sophistiquée, avec plus d'intelligence, plus d'hélicoptères, avec beaucoup de voitures et avec des policiers préparés. Et après le jeu panaméricain, tout cela va rester à Rio. Nous aurons donc les savoir-faire pour faire ces genres de sécurité dans les autres États. Très bien, je vous propose d'écouter une autre question qui nous est parvenue par notre partenaire Dailymotion qui concerne cette fois la corruption et les scandales qui ont marqué les derniers mois et encore récemment du Brésil. Président Lula, bonjour. J'ai lu récemment qu'avait éclaté un scandale qui impliquait un certain nombre de personnalités politiques au niveau fédéral et entre autres le président du Sénat brésilien qui est membre d'un parti qui est allié avec le Parti des Travailleurs, avec votre parti. Donc j'aurais aimé savoir ce que vous pensiez de cette affaire et plus largement si vous pensez qu'il était possible d'en finir avec l'impunité des élites brésiliennes qui dure déjà depuis des siècles. Une question de fond, parce que la corruption, les scandales, il y en a partout, vous allez me dire, mais au Brésil, beaucoup, et ça a même failli vous handicaper pour votre dernière élection. Vous avez déjà répondu à votre question. Je voudrais que vous me disiez quel est le pays où il n'y a pas de corruption. Maintenant, je doute que pendant toute l'histoire du Brésil, on ait vécu un moment où l'État brésilien a été aussi combatif contre la corruption qu'en maintenant. Ce qu'on peut lire dans la presse brésilienne, c'est le résultat de l'efficacité du gouvernement qui ne protège pas les corrompus, de la police fédérale qui peut faire des investigations en toute liberté et que le parquet qui peut faire des dénonciations. Alors, qui va décider si quelqu'un doit être arrêté ou s'il est coupable ou pas? Ça, c'est pas les présidents de la République, c'est les pouvoirs judiciaires. Ça, c'est une garantie du système démocratique aussi bien au Brésil que dans tout le monde. C'est pas la presse qui condamne.
Ce que nous voulons, c'est que tout être humain est innocent jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Dans la mesure où il y a une dénonciation, il y a une investigation. S'il y a une preuve, il sera mis en cause et la justice va décider de condamner ou la relaxe. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de prisonniers au Brésil. Et tout de même, vous n'avez pas été un petit peu attristé, peiné que cela jette un voile négatif sur votre premier mandat et surtout que ça risque de compromettre votre réélection? Comment vous avez réagi personnellement? Vous étiez dans quel état d'esprit? Regardez, tout le monde est triste dans ces cas-là. La seule chose dont je suis très conscient, c'est que moi, j'ai hérité quelque chose de ma mère. Une seule chose, c'était le fait, la fierté de pouvoir marcher la tête haute, l'obligation d'être honnête, c'est que cela soit une qualité. L'honnêteté, c'est une obligation. Ça, j'ai hérité de ma mère. Et tous les Brésiliens connaissent cela. Même mes adversaires les plus tenaces. Ils peuvent accuser n'importe qui au Brésil. Ils peuvent arriver jusqu'à la porte de ma maison. Mais ils ne pourront pas m'accuser de corruption parce qu'ils savent que je suis honnête. Mais quand il s'agit de détecter la corruption, il n'y a pas d'amis, pas d'anniversaire. Tout le monde est né pour être honnête. Qui ne l'est pas doit payer les prix. Alors, autre volonté de réforme, c'est celle des Nations Unies, le Conseil de sécurité. Vous n'y êtes pas, comme n'y est pas non plus le Japon ou l'Allemagne. Vous êtes un pays immense, un géant, 190 millions d'habitants. Vous demandez une place au Conseil de sécurité de l'ONU, vous, le président du Brésil? Nous avons la conquérir. C'est une question de temps. C'est normal ceux qui sont dans le Conseil de sécurité ne veulent pas ces changements. La France le veut, l'Angleterre aussi, et soutiennent le Brésil. Nous avons un problème. L'Italie ne veut pas que l'Allemagne rentre. La Chine ne veut pas que le Japon rentre. Ce que nous proposons donc, c'est que l'ONU a besoin d'une réforme profonde, car le monde de 2007 n'est pas le même que ceux de 1945. C'est un monde différent, un monde moins polarisé, où il n'y a plus de guerre froide. Il faut que d'autres pays qui ont de l'importance dans le monde actuel soient représentés au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous revendiquons cela pour le Brésil, pour le continent africain, pour l'Allemagne, pour l'Inde et pour d'autres pays. Dernière question, Monsieur le Président. Êtes-vous un président heureux? On sait d'où vous venez, d'une famille modeste. Vous êtes devenu métallurgiste, syndicaliste et président. Êtes-vous heureux au pouvoir? Je suis heureux. Je suis heureux parce que je sais que quand mon mandat finira en 2010, je serai jugé sur ce que je fais. Je vais rentrer chez moi à 600 mètres du syndicat qui m'a lancé dans la politique. Je vais pouvoir aller à l'entrée des usines, appeler mes anciens camarades comme des camarades, parce que j'ai pas perdu cette relation. Je vais rentrer dans l'histoire du Brésil comme le président qui a fait la plus grande politique sociale, comme celui qui a construit le plus grand nombre d'écoles techniques, d'universités, et comme le président qui a plus amené des bénéfices aux petits agriculteurs du pays. Si tout cela arrive, je pense que je vais pouvoir dormir avec la conscience tranquille. Eh bien, très bien, je vous remercie. Nous allons suivre tout cela évidemment avec beaucoup d'intention depuis Bruxelles, depuis Paris. Je voudrais donc remercier tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission, Julia Dorner et toute l'équipe de France 24 et évidemment l'équipe du Parlement européen qui nous a accueillis. Merci, Monsieur le Président Lula, et à bientôt sur France 24.